Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode de la guerre froide. Donc la dernière fois en fait on a beaucoup parlé essentiellement de la crise de Berlin, hein, qui est la première crise importante de la guerre froide, et comme je vous l'avais dit, qui va être réellement le symbole de cette guerre froide. Et aujourd'hui en fait on va parler d'autres crises qui vont se succéder tout au long de cette période, et qui vont faire monter de manière croissante en fait les tensions entre les deux blocs américains et russes, à savoir tout d'abord, et on va parler de la guerre de Corée, hein, qui s'est déroulée de 1950 à 1953, où les Américains et les Russes vont s'affronter de manière indirecte. Et puis après on parlera de la crise de Cuba, qui est l'une des pires crises aussi de la guerre froide en 1962, donc à proximité des États-Unis, entre encore une fois Américains et Russes. Et on verra que tout au long de cette période, finalement, ces deux acteurs ne cessent de courir en fait après toujours plus d'armement. Ça va être aussi la période, on va voir, de la course à l'espace, qui ne feront qu'augmenter en fait les tensions au point, on le verra, qu'on va frôler réellement une troisième guerre mondiale, alors que effectivement on croyait avoir tourné définitivement la page sur ce type d'événement. Alors on va tout d'abord parler de la guerre de Corée. Alors, la Corée, pour que ce soit bien clair, elle se situe donc ici. Donc ici, c'est la Chine, hein, on se repère, l'Inde, la Corée, Corée du Nord et Corée du Sud. Alors, à la fin de la guerre, en fait, la Corée, comme l'Allemagne, elle n'a pas été divisée en 4 zones d'occupation, mais en 2 zones d'occupation. Au nord, en fait, on a les troupes soviétiques qui occupent la Corée du Nord, et au sud, on a les Américains qui occupent la Corée du Sud. Au terme d'élections, exactement comme ça s'est passé en Allemagne, en fait, cette Corée qui forme un seul et même pays va être divisée en 2 États. Et cette fois-ci, il va bien y avoir donc une Corée du Nord et une Corée du Sud qui forment 2 États donc distincts. Au moment des élections, donc quand les gouvernements de chaque pays se mettent en place, en théorie, c'est ce qui était négocié, les troupes américaines et les troupes russes devaient quitter la Corée et laisser le pays donc s'autogérer lui-même. Le seul problème, c'est qu'évidemment, encore une fois, comme en Allemagne, les Russes vont vouloir prendre le contrôle total en fait de la Corée, puisqu'au nord, ici, en fait, les Coréens sont communistes. Et ils vont vouloir prendre le contrôle total de la Corée, puisqu'ils sont contre la division en fait de la Corée en 2 États. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on va voir dans un premier temps que effectivement, les soviétiques vont prendre en fait pour prétexte un incident de frontière entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, donc au 38e parallèle, et ils utilisent en fait ce prétexte pour envahir en fait la moitié sud du pays, et très très rapidement en fait, ils envahissent quasiment la totalité, vous le voyez, de la Corée, orange là, en sorte de rose, les Américains qui avaient commencé déjà à emmener la plupart de leurs troupes à les évacuer, se retrouvent complètement cantonnés au sud avec les Coréens du Sud, et donc manquent quasiment en fait de perdre la guerre dès le début. Alors l'ONU est tout de suite interpellée sur ce qui se passe en Corée. Il y a une mission de l'Organisation des Nations Unies qui est envoyée sur place, qui va condamner évidemment l'attaque des Coréens du Nord communistes soutenus par les Soviétiques. Et du coup, en fait, comme les Américains ne veulent pas intervenir directement, parce que dans ce cas-là, ça serait vraiment une guerre ouverte face aux Soviétiques, en fait, c'est l'ONU officiellement qui va intervenir. Mais dans l'armée de l'ONU, en fait, l'essentiel des troupes sont des troupes américaines. Donc officiellement, c'est l'ONU qui intervient pour défendre la Corée du Sud, les Coréens du Sud, mais en réalité, ce sont les Américains qui vont se battre contre les Coréens du Nord et soutenus par les troupes soviétiques. Dans un deuxième temps, en fait, on s'aperçoit que les Américains, à travers l'ONU, reprennent le dessus et arrivent à bouter en fait les Soviétiques tout au nord de la Corée. Donc cette fois-ci, la situation s'inverse et ce sont effectivement les Coréens du Nord communistes soutenus par les Soviétiques qui sont en difficulté. Et puis, troisième étape dans le conflit, en fait, les Coréens du Nord vont avoir l'appui d'un nouvel allié, à savoir les Chinois, qui vont venir, qui sont dirigés à l'époque par Mao Zedong. Mao Zedong et la Chine, c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est un pays communiste, et donc ils viennent en soutien avec les Soviétiques pour aider les Coréens du Nord à repousser les Américains au sud.
Alors, ce qui est fou, c'est que finalement, en fait, au bout de 3 ans de guerre, ça a été une guerre terrible où on a utilisé le napalm, un napalm qui a été aussi utilisé pour la guerre du Vietnam, hein, qui va absolument tout enflammer sur son passage. Bah, rien n'a vraiment avancé, parce que si vous regardez bien, ça c'était la frontière d'origine en fait, qui avait été établie à la fin de la guerre pour séparer la Corée en 2 États. Et 3 ans plus tard, on arrive quasiment à la même frontière. Donc on n'arrive pas, aucun des deux camps n'arrive à l'emporter sur l'autre. Et surtout, finalement, cette guerre a été terrible parce qu'elle va quand même entraîner la mort de 800 000 Coréens militaires, hein, de soldats coréens, que ce soit des Coréens du Nord ou des Coréens du Sud, donc quasiment 1 million de soldats des deux côtés coréens qui vont mourir. Les soldats de l'ONU, qui sont principalement des soldats américains, il y a 57 000 soldats américains qui vont périr dans la guerre de Corée. Et puis c'est quand même 2 millions de civils qui vont être victimes de cette guerre et des bombardements qui vont aussi mourir. Donc cette guerre a été absolument atroce. Et elle n'aboutit pas dans les deux camps, mais surtout en fait c'est aussi une façon de montrer que les Américains et les Soviétiques s'affrontent de manière indirecte, hein. Comme ils ne s'affrontent pas sur leur propre territoire, ils vont s'affronter chez les autres. Et officiellement, on sauvegarde les apparences parce que c'est pas les Américains qui sont intervenus, c'est l'ONU. Alors il va y avoir une deuxième crise, mais avant ça, donc dans le cahier, on va noter, donc page de droite à la suite de ce qu'on avait écrit, un petit A c'était la crise de Berlin, donc on saute une ligne et on écrit petit b, la montée des tensions, de la guerre de Corée à la crise de Cuba. Donc entre 1949 et 1963, les crises se multiplient entre les deux grands. Alors les deux grands, évidemment c'est les Américains et les Russes dont je parle, c'est comme ça qu'on les a surnommés à l'époque, hein, les deux grands, qui s'affrontent de manière indirecte dans des conflits étrangers. Alors le premier dont on vient de parler, c'est la Corée, en 1950, de 1950 à 1953. La Corée du Nord, donc communiste, soutenue par l'URSS, en fait tente d'envahir en vain la Corée du Sud, qui est soutenue par l'ONU et les Américains. Alors en vain, pourquoi? Parce que ça n'a pas marché, dans un sens comme dans l'autre. Deuxième crise qui va faire nettement monter aussi la pression, elle se déroule à Cuba. Alors, pareil, on situe Cuba, je vous rappelle, donc Cuba se situe, c'est une île dans les Caraïbes, à proximité des États-Unis, et effectivement, cette île, elle est dirigée depuis 1959 par un personnage que vous connaissez sans doute, qui s'appelle Fidel Castro. Et Fidel Castro, il a mis en place un régime communiste à la tête de Cuba. Alors, avant que Fidel Castro, en fait, prenne le pouvoir à Cuba en 1959, l'île de Cuba, en fait, était sous la tutelle des États-Unis. C'est-à-dire que, pour vous donner des exemples, 50% par exemple des terres cultivées à Cuba, 90% des mines, 100% des raffineries de pétrole de l'île, et encore une fois, la base navale de Guantanamo, hein, vous connaissez le nom puisque c'est là qu'il y a la prison américaine de Guantanamo, hein, toutes ces ressources en fait appartenaient en fait à des Américains, étaient contrôlées par les Américains, par des entreprises américaines. Donc quand Fidel Castro en fait prend le pouvoir en 1959, il décide en fait de nationaliser toutes les entreprises américaines qui détenaient en fait des propriétés, ces propriétés à Cuba. Et nationaliser, ça veut dire que ces entreprises américaines, elles deviennent en fait la propriété des Cubains. Et donc, ça menace évidemment les intérêts économiques des Américains. Et ça ne plaît pas du tout aux Américains. Au même moment, Fidel Castro se rapproche, comme il est communiste, il se rapproche de l'URSS, des Russes. Et les Russes, en fait, vont soutenir financièrement les Cubains, ce qui, encore une fois, ne va pas du tout plaire aux Américains dans le cadre de la guerre froide. D'autant plus que si vous regardez bien, alors à l'époque, effectivement, l'URSS est dirigée non plus par Staline, mais par Khrouchtchev, qui est le nouveau dirigeant donc, à la tête de l'URSS. Ce qui va d'autant plus gêner les Américains, en fait, c'est que Cuba, en fait, qui est communiste, soutenu par, évidemment, les Russes, en pleine guerre froide, se retrouve en fait à seulement 144 km des Russes, donc extrêmement proche du territoire américain, ce qui fait quand même monter la pression. Alors, en réaction, les Américains, en fait, en 1961, leur président, qui s'appelle Eisenhower,
il va en fait dégager 13 millions de dollars pour monter une opération militaire pour renverser Fidel Castro. Parce qu'il veut évidemment s'en débarrasser, surtout qu'il est soutenu par Khrouchtchev et donc par les Russes. Mais il ne veut pas en fait que l'armée américaine soit, clairement impliquée dans ce conflit. Et donc, en fait, il va avoir une stratégie un peu autre, un peu comme en Corée, où il ne veut pas que les Américains soient officiellement en fait reconnus comme en train de se battre contre les Russes. Donc, en fait, ce qui va se passer, c'est que les Américains vont, en fait, c'est surtout la CIA américaine, ici, qui va en fait entraîner des Cubains qui se sont en fait exilés aux États-Unis, des Cubains qui eux étaient des Cubains qui étaient pro-américains, c'est-à-dire qui soutenaient les idées des Américains, qui s'étaient réfugiés en fait aux États-Unis, et la CIA en fait va former ces Cubains exilés pour que ce soit eux en fait qui attaquent Cuba et qui essayent de renverser Fidel Castro. Donc officiellement, ça serait une sorte de guerre civile entre des Cubains pro-américains exilés aux États-Unis qui attaqueraient Cuba pour reprendre le contrôle et renverser Fidel Castro. Donc officiellement, les Américains n'interviennent pas, même si tout le monde sait très bien que cette armée elle a été formée par la CIA américaine, que les avions, même s'ils sont repeints couleur de Cuba, sont des avions américains, que l'argent qui est avancé sur la table, les 13 millions de dollars, ils sont bel et bien américains, mais officiellement, ce n'est pas les Américains qui interviennent, ce sont des Cubains exilés qui vont attaquer l'île et qui vont essayer de reprendre en fait la place, qui vont essayer de reprendre la tête du gouvernement. Alors, cette attaque, cette opération en fait est très célèbre, ça s'appelle le débarquement de la baie des Cochons. Et donc, les exilés cubains formés par les Américains, en fait, ils vont débarquer dans la baie des Cochons et tenter donc d'envahir militairement en fait toute l'île pour renverser Fidel Castro. Le problème, c'est que cette opération, en fait, c'est un véritable échec, un échec total. Finalement, Fidel Castro est victorieux de cette tentative en fait d'invasion des Cubains, soutenue par les Américains. Et surtout, pour les Américains, c'est une véritable humiliation, parce que finalement, ils perdent complètement cette opération qui a été mal montée. Et qui a fait aussi des morts, des deux côtés. Donc là, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est qu'à ce moment-là, déjà, les tensions sont extrêmement fortes. Les tensions vont continuer à monter à Cuba, effectivement, parce que on s'aperçoit, en fait, que, Khrouchtchev, que je vous avais montré tout à l'heure, si je reviens en arrière, je vous le remontre, Khrouchtchev ici, en fait, saisit l'opportunité, en fait, de la proximité de Cuba, qui est seulement à 144 km du territoire américain. Et donc, je reviens à ce que je voulais vous montrer. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, Khrouchtchev, donc le dirigeant russe, va installer des missiles SS-4 sur l'île de Cuba, qui, effectivement, si vous regardez ici, va pouvoir en fait atteindre directement le territoire américain. En fait, ça, je vous ai tracé la portée en fait des missiles qui sont installés. Il y a deux types de missiles qui sont installés sur Cuba. Donc, il y en a une première la première portée de certains missiles, ça va être à peu près ici. Donc, on voit quand même une grosse partie de la côte ouest, de la côte est des États-Unis en fait est menacée par ces missiles russes. Et puis il y en a effectivement la deuxième génération de missiles qui est installée, en fait, carrément, en fait, elle pourrait atteindre n'importe quelle partie du territoire américain. Donc là, en fait, on est vraiment au bord de la Troisième Guerre mondiale, puisque là, le territoire américain est sous le feu, en fait, des missiles russes. Et donc, à l'époque, ce n'est plus Eisenhower qui est président des États-Unis, c'est John Fitzgerald Kennedy, président américain, et donc il décide en fait de mettre en place un blocus sur l'île, un embargo. Ça veut dire qu'il n'y a plus de bateaux, il n'y a plus rien qui rentre ou qui sort de Cuba, et si effectivement il y a un bateau qui sort, on s'en débarrasse. Donc ça exerce une pression économique extrêmement forte sur l'île, parce que c'est une île, et donc il faut régulièrement l'approvisionner, parce que elle manque de plein de choses. Et devant, en fait, c'est un véritable bras de fer entre John Fitzgerald Kennedy, le président américain, et Khrouchtchev. Et finalement, Khrouchtchev va décider, sous cette pression, de retirer les missiles SS-4 qu'il avait installés sur l'île.
En fait, Khrouchtchev n'avait pas réellement l'intention en fait, de lancer ces missiles, on le sait par les travaux des historiens. Le but, en fait, c'était uniquement de montrer aux Américains qu'il était bel et bien capable en fait, d'atteindre le territoire américain s'il le voulait, et qu'il avait complètement les moyens technologiques de le faire, et financiers aussi. Donc c'est plutôt en fait encore une histoire de bras de fer. Mais il faut savoir qu'aux yeux du monde, à cette époque-là, notamment quand il y a eu l'opération de la baie des cochons, puis que les médias ont montré, la télé a montré les photos aériennes des missiles installés sur Cuba, on a vraiment cru à l'échelle mondiale que, on était ça allait être la troisième guerre mondiale entre les Américains et les Russes. Alors face à tout cela, effectivement, on va pouvoir noter donc dans le cahier, on revient donc dans notre 1B où on avait parlé de la guerre de Corée tout à l'heure, on rajoute donc deuxième crise qui fait encore monter la tension, c'est la crise de Cuba. Donc on saute une ligne, on met un petit point et on écrit. Donc à Cuba, dirigé par le dictateur communiste Fidel Castro, des missiles nucléaires sont pointés par Khrouchtchev, successeur de Staline, vers les États-Unis en 1962, mettant le monde au bord d'une troisième guerre mondiale. Donc, je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'espère que vous avez pris l'habitude de le faire, c'est qu'à chaque fois que je vous mets une trace écrite, vous faites pause sur la vidéo, comme ça vous avez le temps de noter, et puis après vous reprenez la suite des explications. Alors, la situation est tellement grave que, effectivement, les deux grands, les Russes et les Américains, prennent conscience de certaines choses, et notamment Khrouchtchev. Alors, on va lire un texte, qui est effectivement un texte qui marque un tournant, en fait, dans cette guerre froide, ensemble. Alors, je le lis avec vous. Donc, votre voisin peut vous plaire ou ne pas vous plaire, mais vous vivez côte à côte, et que faire si ni vous ni lui ne voulait quitter le lieu auquel vous êtes habitué? Il n'y a que deux issues, effectivement, possibles. Ou bien la guerre, et il faut bien dire que la guerre, au siècle des missiles et de la bombe à hydrogène, est grosse des conséquences les plus graves pour les peuples, ou bien, deuxième solution, la coexistence pacifique. Que ton voisin te plaise ou non, il n'y a rien d'autre à faire qu'à trouver un terrain d'entente, car nous n'avons qu'une seule planète. Alors, la première question que je vous aurais posée, effectivement, c'est quelle nouvelle politique souhaite nouer Khrouchtchev avec les États-Unis? Si on regarde bien, alors attendez, effectivement, je vais virer les mails, on se rend compte que cette politique, en fait, il parle de coexistence pacifique. C'est-à-dire qu'évidemment, ces deux pays ne s'entendent pas, et donc, pas de solution, en fait, va bien falloir apprendre à coexister de manière pacifique. Pourquoi ils souhaitent mettre en place une coexistence pacifique alors qu'on s'aperçoit que les tensions ne cessent de croître à travers des conflits indirects? Il le dit très bien et très clairement, en fait. Le texte, il est très simple à comprendre. Quand il dit qu'effectivement, que ton voisin te plaise ou non, les Américains ne plaisent pas aux Russes et les Russes ne plaisent pas aux Américains, il n'y a rien d'autre à faire qu'à trouver un terrain d'entente, car nous n'avons qu'une seule planète. Et effectivement, on est arrivé à un tel degré technologique au niveau militaire que si chacun lance ses missiles, évidemment, c'est clair que c'est pas simplement les Américains et les Russes qui vont mourir dans l'affaire, mais c'est toute la planète qui va exploser. C'est la fin de l'existence des êtres humains. Surtout que pour vous rendre compte, quand on a lancé la bombe atomique à Hiroshima, on est passé de la bombe A à la bombe H à cette époque-là, la bombe à hydrogène. Et la bombe à hydrogène, c'est 100 fois la bombe atomique. Donc concrètement, si on commençait réellement à se battre entre Américains et Russes à cette époque, et encore plus aujourd'hui, c'est carrément la planète entière qui sauterait. Donc ils se rendent bien compte qu'on ne peut pas se battre comme ça, que c'est pas possible de continuer comme ça, qu'il va bien falloir cohabiter. Bon, c'est une chose de le dire, mais on va voir que c'est pas si simple à mettre en œuvre, effectivement. Donc, autre question que je voulais vous poser, il y a une réalité derrière tout ça. Pourquoi toutes ces armes, elles ont été construites? Est-ce que c'était réellement pour s'affronter un jour, et sinon pourquoi? En réalité, déjà dans la crise de Cuba, je vous l'ai dit, le but de Khrouchtchev, c'était pas d'envoyer réellement les missiles. En fait, chaque camp construit de plus en plus d'armes. Le but, c'est uniquement d'intimider l'autre, de dire voilà, moi j'ai construit ça, j'ai tant de missiles, moi j'en ai tant, et puis j'ai construit un nouveau missile, et ainsi de suite. C'est-à-dire, c'est une sorte de surenchère qui pousse chaque pays à construire toujours plus d'armes, des armes de plus en plus efficaces, de plus en plus meurtrières et modernes, pour intimider en fait l'autre. Et c'est aussi une façon de lui montrer que c'est, pour les Russes, c'est une façon de montrer aux Américains que c'est pas le seul pays développé,
et que les Russes ne sont pas à la traîne économiquement et qui sont aussi en avance par rapport à d'autres pays qui sont tout à fait capables de concurrencer les Américains dans le cadre d'une guerre. Alors, on va noter donc, troisième étape, on passe au petit c, donc il y a une sorte d'assouplissement, on voit, hein, on va noter vers la coexistence pacifique, c'est comme ça qu'on l'a appelé. Donc, à la mort de Staline en 1953, donc à la fin en fait de la guerre de Corée, Khrouchtchev, donc le nouveau dirigeant de l'URSS, souhaite la détente avec les Américains. En effet, hein, les risques de destruction totale entre les deux grands, entre les Russes et les Américains, ils sont tels qu'il vaut mieux renoncer à s'affronter. Parce que si on s'affronte, je vous l'ai dit tout à l'heure, bah, la planète va exploser. Donc encore une fois, on fait pause sur la vidéo et je vous laisse le temps de noter. Alors, il va se passer entre-temps d'autres choses, c'est-à-dire que effectivement, il y a d'autres événements qui vont s'accumuler et qui vont contribuer à ce qu'on aille petit à petit vers cette détente. Alors déjà, la première chose, c'est que les deux camps vont se fragiliser. Hein. Alors si on regarde du côté de l'Ouest, Khrouchtchev était allié en fait avec les Chinois. Vous l'avez vu par exemple dans la guerre de Corée, il obtient leur soutien pour défendre les Coréens communistes du Nord. Mao Zedong, à ce moment-là, il est plutôt favorable à un régime stalinien et il soutenait en fait Staline, hein, l'ancien dirigeant de Khrouchtchev. Et puis, lui, Khrouchtchev, en fait, il a envie de rompre avec la politique de Staline. Hein, il a envie de tourner la page sur la politique stalinienne. Et donc, du coup, ils ne sont pas d'accord, puisque Mao Zedong est pro-Staline, Khrouchtchev veut mettre en place sa propre politique. Et donc, il perd un allié, hein, puisque les Chinois et l'URSS ne sont plus alliés en 1967. Donc, il y a une première rupture entre les alliés du bloc de l'Est. Et bien, il va se passer exactement la même chose du côté du bloc de l'Ouest, puisque, à l'époque, il y a l'Union européenne qui est en train de se construire, et en fait, l'Union européenne essaye en fait de tenir tête un peu aux Américains. D'ailleurs, on parle des États-Unis d'Europe à l'époque. Donc, les Européens ont envie de prendre un peu de distance par rapport aux Américains, hein, même si ils doivent leur reconstruction. Vous vous souvenez au prêt Marshall qui avait permis aux Européens de reconstruire une grande partie de leur territoire. Et notamment, celui qui va incarner cette rupture, c'est quelqu'un que vous connaissez bien, c'est le général de Gaulle. Le général de Gaulle, effectivement, en a marre que l'Union européenne soit sous le joug, en fait, et l'influence américaine. Et puis lui, il n'a pas du tout envie que la France soit dominée par comment dire, les Américains, puisqu'à l'époque, la France appartient à l'OTAN. Il estime que la France est tout à fait capable de se défendre toute seule. Hein. Il faut savoir que la France est un des premiers pays à avoir eu la bombe atomique. Donc, effectivement, en fait, De Gaulle, qui est au pouvoir depuis 1958, il va quitter le commandement de l'OTAN. Alors, la France fait toujours partie de l'OTAN, mais elle quitte le commandement de l'OTAN. Et De Gaulle décide en fait de fermer toutes les bases américaines en France. Hein. Il y avait des bases, dans plusieurs pays vous avez des bases étrangères. Hein. Donc De Gaulle fait fermer toutes les bases américaines en France. Hein. Les Américains n'ont plus de bases en France en 1966, ce qui complique donc les relations à la fois entre la France et l'Union européenne. Mais ça crée aussi un divorce entre les Américains et les Français. Alors à l'époque, le président, c'est plus Kennedy, puisqu'il a été assassiné, vous le savez, c'est Lyndon Johnson. Donc il y a une rupture des deux côtés. Hein. Si on récapitule, les Russes perdent leur allié chinois et les Américains, d'une certaine façon, perdent leur allié français et une partie, on va dire aussi, du soutien de certains pays européens de l'Ouest. Alors, côté leçon, on continue. Effectivement, on va rajouter ces informations. Donc, à la suite du C, on avait noté vers la coexistence pacifique. On saute une ligne et on rajoute. Mais cette évolution entraîne un éclatement des deux blocs. La Chine, donc premier point, dirigée par Mao Zedong, elle refuse de s'aligner sur les positions de l'URSS. Donc, il y a une rupture en 1967, car elle refuse de suivre, en fait, comme je l'ai dit, les directives de Khrouchtchev. Elle veut rester stalinienne. Et deuxième côté, l'Europe occidentale, et en particulier la France, prend son indépendance vis-à-vis des États-Unis. Donc le général de Gaulle fait fermer les bases américaines en France en 1966. Donc les deux blocs perdent des alliés et des soutiens. Alors,
Si on regarde et qu'on récapitule un petit peu la situation, surtout d'un point de vue militaire, vous allez d'autant mieux comprendre que de toute façon, on ne peut pas jouer à se balancer des missiles sur la tête. Si on regarde bien, effectivement, vous voyez ici, on a en bleu les missiles, comment dire, européens, on a en rouge les missiles nucléaires, notamment aussi russes, et on a un rond qui vous indique, bah, là, les missiles russes, ils pourraient atteindre, ils ont cette portée-là, ça veut dire que concrètement, ils peuvent lancer des missiles sur n'importe quel pays, l'Espagne, le Portugal, la France, le Royaume-Uni, même au-delà, hein. Il y en a qui pourraient atterrir dans l'océan Atlantique. Et bien, l'autre côté, c'est exactement pareil, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des missiles qui ont une portée extrêmement longue du côté européen et qui pourraient atteindre aussi, on va dire, Moscou, hein, la capitale de l'URSS, et tous les territoires d'Europe de l'Est qui sont pro-communistes. Donc, de toute façon, des deux côtés, vous en rendez bien compte, si on commence à se lancer des missiles, de toute façon, une grande partie de l'Europe disparaîtra. Et donc, on se rend compte, finalement, que cette course aux armements, comme je vous le disais, elle n'est destinée en fait qu'à intimider les deux camps, hein, chacun essaye d'intimider l'autre, et puis ça rassure chacun de savoir qu'il y a autant de missiles d'un côté que de l'autre aussi, donc il n'y a pas vraiment de guerre possible ouverte, mais les Américains aussi, d'une certaine façon, en poussant les Russes sans cesse à produire toujours plus d'armes, en fait ils ont aussi une autre idée derrière la tête. Parce que produire des armes, ça coûte très cher. Et donc, les Américains ont une économie qui est quand même beaucoup plus forte que l'économie soviétique. Et donc, quelque part, en fait, ils poussent les Russes à se ruiner, à construire toujours plus d'armes pour pouvoir essayer de tenir la concurrence avec les Américains. Alors, comme on ne peut pas se balancer de missiles sur la tête, eh bien, on va essayer de faire la guerre par d'autres moyens. Et c'est là où, effectivement, je voulais vous proposer un petit quiz ce matin pour essayer de deviner comment, effectivement, en fait, qui va l'emporter. Alors, ce petit quiz, en fait, comme on ne peut pas se faire la guerre, je vais être plus clair, comme on ne peut pas se faire la guerre avec des missiles, en fait, ils vont se lancer dans une sorte de guerre spatiale, puisque c'est l'époque, la grande époque de la conquête de l'espace, et donc les Russes et les Américains vont essayer de prouver qu'ils sont les plus forts, qu'ils sont les plus technologiques, et chacun va essayer de faire mieux et d'aller toujours un petit peu plus loin. Alors, la première question donc, pour ce quiz que je voulais vous poser, c'est d'abord, d'après vous, quel est le premier des deux, entre les Américains et les Russes, à avoir réussi à lancer le premier satellite dans l'espace? Alors, je vous laisse réfléchir. Eh bien, les premiers à avoir réussi à le faire, ce sont les Russes. Effectivement, le premier satellite, technologiquement, ça va être important, c'est un pas en avant concrètement. Les premiers à avoir réussi à envoyer un satellite dans l'espace, c'est le satellite Sputnik, et ce sont les Russes qui ont réussi. Deuxième étape, deuxième question du quiz, qui sont les premiers entre les Américains et les Russes qui ont réussi à envoyer un être vivant dans l'espace? Est-ce que vous savez quel être vivant c'était? Je vous laisse réfléchir. Allez, je vous donne la réponse. Et bien encore une fois, ce sont les Russes qui ont réussi à envoyer le premier être vivant dans l'espace. C'était une petite chienne qui s'appelait Laika. Effectivement, voilà, qui n'a pas survécu, évidemment, vous doutez, au retour, mais ils ont réussi, elle a vécu un certain temps, donc ils ont réussi à envoyer un être vivant dans l'espace. Donc là, effectivement, faut vous imaginer qu'à l'époque, la presse n'arrêtait pas de publier des articles montrant les avancées technologiques de chaque camp. Il y a une véritable guerre spatiale, si on peut dire, la guerre des étoiles, d'ailleurs, on l'a surnommée. Troisième question du quiz. Alors, d'après vous, après avoir lancé le premier satellite de l'espace, le premier être vivant dans l'espace, mais qui va être le premier homme qui va aller dans l'espace? Je vous laisse réfléchir. Je vous donne la réponse, encore une fois, très fort, ce sont les Russes qui ont envoyé le premier homme dans l'espace. Vous connaissez peut-être son nom, c'est Yuri Gagarin. D'ailleurs, il a fait la une d'un des magazines les plus célèbres des États-Unis, le Time. Et donc, c'est un Russe qui est arrivé en premier à aller dans l'espace. Quatrième question du quiz, qui sont les premiers à avoir marché sur la Lune? Et là, vous allez logiquement le deviner,
Eh bien, ce sont les Américains, c'est Neil Armstrong, hein, qui va être le premier homme à marcher sur la Lune. Et ce qui est étonnant dans l'histoire, c'est que finalement, ce sont les Russes qui étaient en avance hein, pendant plusieurs années sur les Américains. Mais ce qui est assez marrant, c'est que finalement, on s'aperçoit souvent quand on pose ce genre de quiz aux gens, vous pourrez faire le test à la maison si vous voulez, avec vos parents, on se rend compte que finalement, l'histoire n'a retenu qu'une seule chose, c'est évidemment, les Américains sont les premiers à avoir posé le drapeau américain et à avoir marché sur la Lune, et on oublie souvent toutes les étapes en fait qu'il y a eu avant et qui ont permis d'en arriver là. Donc les Américains sont auréolés aussi hein, de cette victoire, hein, quelque part. Et encore une fois, en fait, comme on l'a vu avec la carte sur les missiles, le but des Américains, en fait, dans cette course à la fois militaire et technologique hein, dans l'espace, leur but, c'est de parvenir à ruiner leur homologue en fait russe. Et les Russes, qui sont très compétitifs, ne vont pas cesser effectivement, enfin ils vont rentrer dans le jeu finalement des Américains et ils ne vont pas arrêter, on verra, de se ruiner pour essayer de soutenir la concurrence américaine. Alors, côté leçon, donc, on va pouvoir passer à une troisième partie, hein, puisqu'on se dirige l'air de rien petit à petit vers la fin de la guerre froide. Donc, page de droite, on saute 2 lignes, puisqu'on change de partie, on met grand 3, la fin de la guerre froide, et petit a, une détente incertaine. Effectivement, pourquoi je mets ce titre-là, c'est que tout à l'heure, je vous disais, on va vers une coexistence pacifique, les deux acteurs sont d'accord plus ou moins pour aller vers une détente, et en fait, on se rend compte que c'est pas si simple que ça, parce que finalement, ils ont trouvé d'autres moyens pour se faire la guerre, à savoir, par exemple, se ruiner en fabriquant des armes, toujours plus d'armes, ou de la même manière, en essayant de conquérir l'espace. Donc évidemment, la détente, elle est incertaine. Les deux grandes puissances donc, continuent à construire d'énormes quantités d'armes de destruction massive pour intimider leur adversaire. Et de 1957 à 1969, l'URSS, moins riche que les États-Unis, se ruine finalement à vouloir les concurrencer dans la conquête de l'espace. Il s'agit donc à la fois d'une guerre économique, scientifique et technologique. Alors, pour le coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui, parce que ça vous fait quand même beaucoup de choses à écrire et beaucoup de choses à comprendre par rapport à la montée de ces tensions. Et on finira probablement le cours la prochaine fois, parce qu'il reste une partie, il ne reste pas une petite partie à faire, effectivement, mais on finira la prochaine fois. Voilà. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi, une bonne journée en fonction du moment où vous regarderez cette vidéo, et n'hésitez pas à retourner voir les vidéos s'il y a des choses que vous n'avez pas comprises, parce que je les laisse en ligne sur YouTube, même s'il y a un moment où effectivement je vais peut-être devoir supprimer les premières vidéos que j'ai mises, parce que je n'ai que 15 Go disponibles sur ma chaîne YouTube. Donc pour l'instant, profitez-en pour aller les revoir s'il y a des choses qui ne sont pas comprises. Et s'il y a des choses qui ne sont pas comprises, il ne faut pas hésiter aussi à me contacter sur la discussion du groupe de la classe. Comme ça, effectivement, j'essaierai de vous réexpliquer certaines choses si jamais il y a des choses qui bloquent. Voilà, allez, bonne journée à tout le monde. À la prochaine fois.